Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi Oyo. Et est-ce que tout le monde n'est s'abonner? Toi, on s'abonner. C'est pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas tout cambaye. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Vous êtes en France particulièrement, à Paris, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Nous vous disons bienvenue sur notre chaîne Congo Esengo Télévision. Alors vous le savez, vous nous suivez en temps réel. C'est simple, vous voulez avoir nos émissions, il suffit de cliquer simplement et vous allez vous abonner. Ça sera pour nous une fierté de vous avoir comme notre abonné. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo, bien sûr, avec un invité. Il s'agit de Maître Chanel Mouyave, qui est cadre de la DTM. Il est avec moi, je m'en vais et déjà dit bonjour Maître. Bonjour Jean-Cyr. Comment vous allez? Oui, je vais bien et merci pour l'invitation que vous m'aviez lancée pour aujourd'hui. Je vous en remercie en tout cas. Voilà. Alors la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du Congo, l'état de siège a déjà démarré. L'état de siège que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé dernièrement. Vous êtes maître, nous voudrions quand même avoir des explications claires. C'est quoi l'état de siège? Quand est-ce qu'il faut décréter l'état de siège selon notre constitution? Merci Jean-Cyr pour la question. D'emblée, pour te répondre à cette question, je voudrais te faire comprendre déjà que l'état de siège est constitutionnel et surtout dans la Constitution. Il y a l'état de siège, l'état d'urgence et l'état de guerre. Donc c'est des mesures qui peuvent être prises dès lorsque l'intérêt ou la souveraineté de l'État est menacée. Tel que vous aviez tout à l'heure, on était dans l'état d'urgence avec le Covid. Donc ça va dans le même sens aussi avec l'état de siège, ou bien que chaque situation a une certaine particularité. Je ne dis pas que c'est similaire, mais chaque situation a une connotation bien différente. L'état d'urgence, l'état de siège et l'état de guerre. Donc c'est des connotations qui ont une différence qu'il faudrait d'emblée ressortir. Mais là, nous sommes dans une situation d'état de siège, non pas d'état d'urgence comme le Covid. Nous sommes dans la situation d'état de siège. Pourquoi? Parce que il vous souviendra que jusqu'à aujourd'hui, la partie est de la République est toujours le théâtre où le théâtre des tueries, des rébellions, de massacres. Alors sur cette façon par rapport à cette situation, il se fait que ça commence à gronder. À un moment, on a besoin en tant que population que ces massacres cessent, puisque ceux qui sont en train de mourir là-bas, ce sont nos frères. C'est des Congolais comme nous qui sommes à Kinshasa, d'autres qui sont au Bas-Congo. Mais néanmoins, ceux qui sont à l'Est sont aussi des Congolais comme nous. Ils ont besoin de la paix. Donc par rapport à cela, cette situation préoccupait tout le monde, et même le chef de l'État. Il vous souviendra que c'est aussi son point de vue dans la campagne, de pouvoir amener quand même la paix dans cette partie de l'Est. Le régime passé a fait ce qu'il pouvait faire par rapport à cette situation. Et ben, il y a ce régime qui est venu avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est venu pour que, en fin de compte, qu'il y ait quand même une amélioration de la condition de vie de ces personnes qui sont à l'Est. Voilà. C'est pourquoi, après 2 ans à la tête du pays, il a jugé bon, par rapport à cette situation, de pouvoir décréter l'état d'urgence, après consultation, bien sûr, des 2 chambres, des présidents des 2 chambres et le Premier ministre. Il faut dire que la consultation a eu lieu. Effectivement, il y a eu consultation entre le Premier ministre, entrant le Premier ministre Sama Lukonde, et puis le président des 2 chambres, le président Modeste Bahati, et puis Christophe Mbosso. Il y a eu cet entretien-là, ces échanges-là par rapport au fait de pouvoir décréter l'état des sièges. Et ça ne devait pas se faire en plénière Non, pas forcément. D'abord, c'est la latitude du président. Il ne le prend pas comme ça, mais il doit consulter les 2 chambres. Et le Premier ministre aussi. Il a rempli ce devoir-là de pouvoir consulter les 2 chambres et
le Premier ministre, c'est à l'issue de ces consultations qu'il a eu à prendre cette ordonnance décrétant l'état de siège. Bon, moi, ça m'étonne un peu de voir quand même ce brouhaha qu'il y a autour de cette situation. Voilà. On va y arriver, mais j'aimerais quand même pousser, expliquer un peu, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. En fait, l'état de siège, c'est quoi? Ça a quelle forme? Comment ça se fait? Et pour que nos téléspectateurs puissent un peu comprendre, c'est quoi l'état de siège? Non, mais l'état de siège de façon simple, en fait, pour que tout le monde, dans chaque coin de la ville de Kinshasa, ou le Congo arrière, puisse comprendre, en fait, de façon simple. C'est ce transfert-là de pouvoir administratif des entités, des provinces, de la passation de pouvoir entre les civils aux militaires. Vous voyez? Donc avant, les provinces, les ETD, étaient dirigées par des civils. Mais là, maintenant, c'est une administration confiée à un militaire. C'est pour une situation bien définie, en fait. Et c'est par rapport à un laps de temps. Vous vous souviendrez que ici, et de rappeler ici que c'est de 30 jours. Vous voyez, donc c'est un délai provisoire que l'on donne, qui est renouvelable au fait par demande au Parlement. Comme on faisait avec l'état d'urgence, je me réfère à cela puisque c'est des procédures qui vont toujours dans le même sens. Donc après les 30 jours, on va commencer, le président va formuler une demande au Parlement de pouvoir voir dans quelle mesure il est possible de proroger ce délai-là de 15 jours. Ça sera toujours comme ça. Bon, on va apprécier avec le travail qui sera fait. Mais d'emblée, de façon simple, pour vous répondre, c'est la passation de pouvoir, en fait, entre le pouvoir civil au pouvoir militaire pour un laps de temps donné, de pouvoir éradiquer une situation qui se présente, telle que les massacres et les groupes rebelles qui ne cessent d'opérer à l'est du pays. Voilà, mais nous avons suivi le présidium de la MOCA, tenu par Martin Fayulu et Adolphe Mouzetou, qui ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à l'état des sièges. Non, mais vous savez, à un moment de la vie, à l'au-delà d'être opposant, il faut savoir se poser les bonnes questions et savoir les actes que l'on pose. Il ne faudrait pas que l'on transforme à un moment la scène politique en une scène de théâtre. Ça, sans pour autant léser les uns les autres. Non, en fait, c'est l'image que... C'est vrai qu'on ne dira pas que parce que aujourd'hui vous êtes au pouvoir, que vous voulez caricaturer l'opposition d'une certaine manière. Non. Mais il y a une évolution. Le peuple congolais a évolué avec autant d'élections, le processus électoral qu'il y a eu. Le peuple congolais a évolué dans le sens de la maturité. Le peuple congolais commence maintenant à pouvoir déceler des discours populistes. Vous voyez, des discours qui ont un fondement simplement de pouvoir s'attirer une sympathie de la population, profiter de la misère de la population pour vous attirer une sympathie. C'est en fait ça le problème. Il faut dire les choses dans leur contexte, tel qu'elles se présentent. Le communiqué tel que présenté par les deux personnalités politiques, pas les moindres, il faudrait le dire aussi, mais qu'on se le dise. Ces questions posées, est-ce que les auteurs de ce communiqué veulent nous faire comprendre qu'eux ne savent pas quels sont les groupes armés qui opèrent de ce côté-là, ou ils ne savent pas la portée des actes posés par ces groupes armés sur la population, pour qu'ils se posent autant de questions. La nomination des généraux, pro-RCD Goma, Jean-Pierre Mbemba, ça pose déjà problème. J'en viens. Les Rwandais, l'Ouganda. Non, ça c'est ça. Bon, je ne dirais pas ça en votre débat, c'est un débat, je vous réponds. Voilà. Mais j'en viens. Pour finir à la question que vous venez de poser tout à l'heure, dites-moi, Monsieur Mouzito, bon, je n'aime pas trop personnaliser le débat, mais permettez quand même que j'illustre cet exemple-là. Monsieur était Premier ministre dans ce pays. Il connaît les verrouages de la sécurité de ce pays. Il avait le temps des réunions avec les personnes, les institutions liées à la sécurité du pays. Il avait les informations en temps réel sur les groupes opérants, les groupes négatifs évoluant à l'est du pays. Il a toutes ces informations. Et pourquoi aujourd'hui il ressent comme si lui aussi voudrait comprendre les choses comme peut-être la population qui en arrière qui ne comprenait pas les choses. Ou qui ne comprend pas peut-être pourquoi ces groupes armés opèrent, qui sont ces groupes armés, est-ce que c'est des groupes étrangers qui viennent opérer à l'est de la République, ou c'est des rebelles. Nous savons que c'est un mélange. Et on parle du FDLR. Le FDLR c'est quoi? La force démocratique, la libération du Rwanda. Il y a les ADF qu'on attribue à l'Ouganda. En dehors de ces deux groupes armés, des groupes rebelles que j'ai pu citer, il y a d'autres groupes qui opèrent sur le sol congolais, qui sont peut-être des Congolais aussi. Donc, monsieur connaît bien la réalité. Mais ce questionnement, je me pose la question pour dire, il voudrait nous faire comprendre qu'il est novice, qu'il ne comprend pas.
ça me dépasse. Ben, alors, son confrère ou son collègue aussi, les auteurs de ce communiqué, il était député national. Je me rappelle dans une législature, si pas peut-être sa législature, une autre, mais en étant député, il y a des commissions qu'on a eu à établir pour comprendre cette quintessence de la question de l'Est du pays. Il était député et il veut nous faire comprendre que cette question lui échappait. Pour qu'aujourd'hui, parce qu'on décrète l'état de siège, qu'ils se disent surpris et ressentent. L'armée est infiltrée, il faudrait d'abord faire une réforme de l'armée et régler certaines questions avant peut-être d'avoir une armée forte pour terminer les problèmes de l'Est. Mais c'est comme ça que je disais, ce n'est pas une situation étrangère à ces personnes, auteurs de ce communiqué. Ils le savent. Alors, ou soit ils sont en train de se foutre du peuple congolais. Il faut pas, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faudrait pas qu'à un moment que l'on ressorte la scène politique comme une scène de théâtre, une pièce de théâtre, comme on voit en Russie, celui-là fait cela. Non. Quand je parle de Russie, je ne parle pas de la scène politique, non. La scène théâtrale dans les opéras, comment ça se passe. Dans ce sens-là. Non. Ils savent les réalités de la situation à l'Est. Alors, il ne faudrait pas emmener un discours populisme avec ce genre de communiqué. Non, ça ne passe pas. Raison pour laquelle je vous le dis. Ben alors aujourd'hui, c'est une nouveauté qu'on ne sache pas qu'il y a, de toutes les façons, il y a une réalité qui s'était posée. Avant l'accession du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, nous rentrons dans le régime passé, il y a eu des mixages, il y a eu des brassages. Les forces négatives, il y avait le MLC à l'époque de la rébellion qui avait ses militaires, le RCD avait ses groupes, son armée, la RDC aussi. Mais quand on a fait le mixage ou le brassage, ben, ces militaires-là intégraient l'armée. Et même, l'année passée, je crois même, à moins que je ne me trompe, il y a eu les personnes, les militaires évoluant dans des groupes armés qui, après avoir été neutralisés, ont manifesté la volonté d'intégrer l'armée. Ben maintenant, le problème dans l'armée, c'est de savoir ceux qui évoluaient jadis dans les groupes armés, lorsqu'ils veulent l'intégrer, c'est avec quel état d'esprit? Vous voyez? C'est aussi ça le travail que peut-être l'armée peut faire. Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas. Je ne le dis pas. Peut-être qu'elle le fait aussi. C'est en fait ça. Donc, c'est dans ce cadre-là. Résoudre le mixage était déjà donc. Il dit c'est bien, mais il ne faut pas restreindre la liberté de la population. Que je finisse un peu votre question avant d'embrasser l'autre. C'est comme je disais que le problème n'est pas parce que lui, il était ancien rebelle. Non, mais même si on va dans la scène politique des acteurs politiques, il y en a qui étaient dans la rébellion. Je n'invente rien. Mais aujourd'hui, ils sont actifs en politique à Kinshasa. D'autres évoluent peut-être dans l'Union sacrée, d'autres restés sous l'autre branche FCC, ou peut-être d'autres aussi dans l'opposition. Mais est-ce qu'on leur a fait ce procès d'intention pour dire que vous étiez rebelles? Non. C'est là le problème. Il faudrait plutôt accompagner la décision du président de la République. L'état de siège a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessité de pouvoir éradiquer les groupes rebelles qui opèrent à l'est du pays. Et ces groupes, pour les éradiquer, il faudrait des mesures. On attendait des mesures. Le président de la République a donné un signal fort en prenant cette mesure. Il faudrait accompagner. Bon, ceux qui ne sont pas d'avis, effectivement, même les chrétiens ont été percutés, même les musulmans ont été percutés à leur manière. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile, c'est que le président a pris. D'autres peuvent dire non, fallait pas. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui, je le dis en tant qu'acteur politique, que certains acteurs politiques s'élèvent contre cette mesure. Et même d'autres dont on voyait militer dans la société civile, dont on disait des groupes de résistance qui mettent la pression au gouvernement, le changement. Curieusement aujourd'hui, c'est eux qui s'élèvent contre cette mesure pour dire non. Ben, ça pose un questionnement pour savoir qui est qui est, comme disait un médecin, qui est derrière ces groupes, c'est peut-être ces groupes qui évoluent dans la société civile. C'est là tout le questionnement. Alors moi je pense que c'est un faux débat. Si on doit aller dans le sens de, premièrement, dire que les généraux sont des anciens rebelles, non. Donnons-leur la chance de pouvoir. Ils ont une mission et ils savent que même leur carrière en dépend. Si aujourd'hui, on n'arrive même pas à 100%, mais ne fût-ce qu'à 70% d'avoir une certaine paix à l'Est, ben, on va leur jeter de fleurs, ces généraux. Ils auront démontré à la République leur capacité. Vous voyez? Donc, deuxièmement, c'est dans ce que vous dites, les acteurs politiques qui évoquent toutes ces choses. Non, la mesure a été prise. Laissons le temps. L'effectivité n'était faite que le 6 mai. Donc, ils ont 30 jours. Voyons voir comment ils vont travailler, comment ils vont procéder. C'est vrai que l'ordonnance est là. Maintenant, il faut mettre des mécanismes. C'est des personnes de terrain qui étaient là à l'Est, qui savent, en fait, comment est-ce que l'ennemi opère et comment est-ce qu'eux aussi, par rapport à leur ligne de défense, ils doivent défendre la République. C'est même ça aussi, voilà. La mission de l'armée. Par rapport
la liberté de la population. Et les gens crient encore pour dire que l'état des sièges restreint la liberté des gens et il fallait peut-être procéder autrement. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils font fausse route. Pourquoi va-t-on restreindre la liberté fondamentale de la population? Non. La population demeure libre dans ses occupations. Mais simplement, l'administration militaire qui est là a une mission bien précise. Vous voyez, en fait, on voudrait apporter une touche à l'administration militaire. Lorsqu'on met des militaires à la tête de l'administration, c'est pour voir autrement peut-être ce que le civil peut-être ne percevait pas. Vous voyez, peut-être il peut y avoir un problème de communication entre l'administrateur civil et l'administrateur militaire par rapport à des échanges sur des questions sécuritaires. Alors là, quand on met un militaire à la tête, c'est pour coordonner qu'il y ait en fait ce flux dans l'information lié aux aspects sécuritaires. Je ne dis pas que lorsque les civils étaient là, il n'y avait pas ce flux-là. Mais là, peut-être, il peut y avoir une différence dans la communication. Dites-vous aussi que, je ne vous apprends pas, que les guerres se gagnent aussi par la communication. Si dès lors que l'information ne peut pas être bien relayée, vous pouvez être d'un camp. Lui est commandant, celui-là est sur le terrain. S'il n'y a pas cette communication parfaite, eh bien, vous pouvez perdre une bataille. C'est dans ce cadre-là que on met une administration militaire pour voir dans la mesure du possible comment, avec une touche militaire, avec, tout en prenant compte des aspects sécuritaires, comment est-ce qu'on peut développer ou attaquer cette question épineuse qui dérange la République démocratique du Congo. Voilà. C'est un peu ça, mais c'est une grande bataille au regard des enjeux qu'il y a dans ce contrée de la République où personne ne l'ignore. Il y a autant de gisements miniers. Espérons que les choses vont aller très bien de ce côté-là. Nous souhaitons bonne chance à nos vaillants militaires qui se battent pour l'intégrité territoriale de notre République. Et nous soutenons toutes les actions menées à l'Est si cela va réellement ramener la paix. C'est même ça la demande du président de la République. À vous, journalistes aussi. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Ne soyez pas dans les couleurs politiques. En tant que journaliste, ça, je te jette une épine. Hein. Il faut soutenir. Donc, voilà. Alors, l'actualité reste dominée aussi par la destitution du gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila. L'FCC crie à l'instauration de la dictature, l'union sacrée qui est à la base de cette destitution. Bon, vous savez, par rapport à des situations, lorsqu'elles sont faites ou établies, il y a toujours de ceux qui diront non, c'est un tel qui pointeront deux doigts, c'est un tel qui a fait, peut-être sans en apporter des preuves. Vous voyez, la preuve incombe toujours à celui qui allègue des faits, de pouvoir démontrer ce qu'il est en train de dire. Actori incubit probatio, comme on le dit en latin et en droit. Alors, ces personnes doivent apporter des preuves lorsqu'ils disent que c'est l'union sacrée qui a la base de cette les députés majoritaires à l'Assemblée provinciale sont de l'union sacrée. Vous savez, il y a une réalité. La politique a ses réalités qu'il faudrait comprendre. Moi, lorsqu'il y a un acte qui est posé par un acteur ou des acteurs politiques, je ne me presse pas de donner un point de vue rapidement. J'analyse. Vous voyez ? Il ne faudrait pas voir simplement l'acte posé ou la destitution telle qu'elle a été faite aujourd'hui et actée. Mais il faudrait voir, est-ce qu'il n'y a pas eu des antécédents dans la façon de faire les choses politiquement du gouverneur destitué. Vous voyez, c'est quand même d'innover de ce côté-là. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Je ne dis pas non plus que sa destitution est méritée. Je ne le dis pas. Mais simplement, je dis d'abord, par rapport à ta question, sur toutes ces personnes dont les voix se sont élevées pour dire que non, c'est un tel, il n'y a pas de preuve. Et la politique, je me rappelle, on m'a toujours dit que la politique, c'est aussi des dessous des cartes. Peut-être qu'on ignore. Mais je ne dis pas qu'il y a eu des dessous des cartes. Seuls les députés provinciaux du Tanganyika savent le pourquoi ils ont pris cette décision de pouvoir destituer. Non, mais attendez, même vous-même, qu'on se le dise une certaine vérité. J'ai lu dans les réseaux sociaux. Tantôt on dit que ça serait un problème familial. J'ai lu un article. On aurait dit dans cet article, je suis au conditionnel. De la famille Kabila. Je suis au conditionnel. On aurait dit que ce serait un problème familial. Voilà.
D'un autre côté, on évoque le fait que c'est l'union sacrée. Donc, vous voyez que c'est déjà deux tendances. Apparemment, c'est comme si on était en train de chercher la tête des Mais Zoé, est-ce que, non, et est-ce Kabila. que les députés n'ont pas la latitude de pouvoir dire ou de pouvoir initier une motion de censure contre le gouverneur par rapport au fait qu'ils trouvent grave et qu'ils mettent à sa charge et en fin de compte d'être destitués? Ils n'ont pas cette latitude. Pendant qu'il y a Kinshasa, Mais simplement, le danger, c'est lequel? Ngobila est toujours protégé par... J'en viens. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est lequel? C'est que l'impression que les assemblées provinciaux ou provinciales nous donnent, c'est en fait une scène théâtrale où on peut dormir aujourd'hui, se réveiller demain matin, on débarque un gouverneur. Sans fondement, sans une logique. Cela déstabilise aussi les provinces. Effectivement. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a une logique des personnes qui disent que l'on fasse tomber ou que l'on... par une pétition, je crois, qui a été en train d'être faite, de pouvoir annuler ou rendre inopérants les assemblées provinciaux. Vous voyez, c'est là le problème. Il y a d'autres qui disent c'est étonnant parce qu'il y a un théâtre qui se passe là-bas, on peut dormir aujourd'hui, se réveiller. J'aurais entendu d'ailleurs le président aller dans ce sens-là, où on n'arrive pas à comprendre qu'on peut dormir, se réveiller le lendemain, il y a un gouverneur qui a été destitué. Mais d'emblée, ici, moi, vous dire que c'est vrai, il a fait cela, je ne sais pas. Seuls les députés peuvent nous dire. Nous avons vu aussi dans son actif les bienfaits. Dans son actif, il y a aussi ce dont les députés lui reprochent. C'est à eux de pouvoir nous dire, mais on retient que la politique a aussi ses réalités, qu'il faudrait qu'on se le dise, qui aujourd'hui, peut-être, la décision arrange la famille politique de l'actuel président. En quoi elle arrangerait la famille politique du président? Ou en quoi elle dérangerait? C'est un gouverneur qui a été élu. Aujourd'hui, il a été déçu comme tous les autres. Ben, pourquoi ça arrangerait? Celui qui... Toi, tu es devant pour savoir celui qui viendra sera de quelle obédience? Non. Le problème, c'est ça. Quand on est emmené à la tête d'une institution, on doit se démarquer de sa couleur politique. C'est vrai qu'il y a une réalité. Oui, je suis de telle tendance, mais on se démarque de sa tendance politique parce que là, on sert maintenant la République. Et n'oubliez pas, il y a une notion importante que je voudrais relever ici. C'est que les gouverneurs qui sont dans les provinces sont les représentants directs du chef de l'État. Vous vous rendez compte? C'est une question fondamentale que je vois. Kabila n'a pas voulu intégrer l'union sacrée. Et voilà pourquoi on a voulu le faire tomber. Je ne pense pas que ça serait le cas. Ou peut-être si il adhérait à l'union sacrée, ça changerait quoi à la connotation de l'union sacrée? Parce qu'il a le nom de l'ancien président? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais simplement, ce que je voudrais relever ici, où j'attire ton attention de comprendre ce que je dis, voilà. C'est qu'il faut comprendre une chose. Quand on est député et on est gouverneur d'une province, on représente le chef de l'État dans ce pays, dans cette province-là. Vous êtes le numéro 1 qui représentait le chef de l'État. Donc, vous participez, vous aidez le chef de l'État à faire comprendre sa vision, sa politique. Vous vous rendez compte? Alors, de ce fait-là, tirons-en toutes les conséquences. Donc, on doit obéir à tout ce que le chef dit. Si on n'obéit pas, je ne le dis vous pas. êtes l'homme à abattre. Je ne le dis pas. Simplement, il y a des devoirs quand on est gouverneur, à savoir que je travaille pour la République et je représente le président de la République là où je suis en train de pouvoir assumer cette fonction-là. Voilà. Et que c'est aux députés provinciaux de nous donner les vraies raisons. Et les vraies raisons, ils nous l'ont dit. Ils ont eu à nous faire comprendre les vraies raisons. Alors, vous êtes député? Je ne suis pas député. Peut-être dans le futur, mais je ne le suis pas. Donc c'est à eux, ils le savent. Voilà. Alors, le président de la République a été hier, si je ne me trompe pas, à l'UPEN, devant les étudiants. Il devait quand même communiquer à la langue officielle. Le président a communiqué à Lingala. Il y a des gens qui disent qu'il ne devait pas communiquer à Lingala. Ça, on va quand même épingler parce qu'il est quand même devant des futurs cadres du pays. Eh bien, il a promis beaucoup de choses aux étudiants. Et pourquoi aujourd'hui supprimer la vente du syllabus? Les professeurs des universités sont en colère. C'est une très belle question que vous posez.
c'est épineuse, mais je vais quand même la répondre, vu que quand on est dans ton plateau, sur ton plateau comme ça, là, on échappe aux questions. Ben, je suis venu pour répondre à tes questions. Voilà. La question de la langue, c'est un moyen de communication. Il communique avec sa population, tant en lingala comme en français. Est-ce qu'il y a de mal, ce mal-là, où se situe le mal quand il communique en lingala avec sa population? Tant bien même qu'il est devant les étudiants. Mais, vous savez, dans une situation où il y a une certaine psychose, une ambiance, il y a aussi, en matière de communication, cette façon-là de pouvoir passer le message. Vous voyez? On dit en communication, tout geste est communication. Il communique avec sa population, qui voulait l'entendre. Ils voulaient le voir venir dans leurs institutions, vivre les réalités auxquelles ils sont confrontés. Je suis passé par le banc de l'université. Je sais certaines réalités, je connais les réalités. Mais ils avaient besoin du chef de l'État, c'est un réconfort. Allons d'abord dans ce sens-là. Donc la question de pourquoi il a parlé en lingala, non, c'est une langue. Et d'ailleurs, le président Mobutu communiquait aussi en lingala. Peut-être le précédent qui n'a pas trop voulu communiquer en lingala, peut-être les rares fois en campagne électorale. Mais c'est une façon de communiquer. Il communiquait, il donnait un message. Le président Mobutu était fort dans cela. Et c'est ce qui faisait son art oratoire. Lorsqu'il communiquait, il passait un message. La population, puisque il y a autant de millions de personnes qui vivent à Kinshasa, de ces personnes, toute personne ne parle pas français. Les autres parlent lingala. Mais j'étais à l'université, il fallait parler français, oui, mais il a aussi parlé lingala. La vente des syllabus. La vente des syllabus, c'est des réalités des universités. Lorsque vous consultez les étudiants, il y a d'autres qui vous disent pourquoi nous vendons des syllabus. On devrait nous vendre des syllabus. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas. Moi, j'étais étudiant. De fois, on se plaignait pourquoi on nous vend des syllabus. Et pourquoi, quand il y a une mesure qui est prise dans ce sens-là, non, on arrête. Non. On doit se dire des vérités. Les professeurs doivent comprendre et accepter une réalité que la vente des syllabus, quelque part, ça ne passe pas. Mais je voudrais quand même apporter une précision. Le président ne dit pas qu'il n'y ait pas de syllabus. Il doit y avoir des syllabus, puisque c'est un support qui permet à l'étudiant de pouvoir lire et comprendre ce que son professeur dit. Mais que cela ne soit pas une marchandise où on peut en acquérir des points. C'est des réalités, nous sommes passés par là. C'est des réalités, les professeurs le savent aussi. Nous, étudiants, quand nous fûmes étudiants, nous le savions. Alors, que c'est des réalités, quand je dis nous savions que c'est des réalités des universités, en fait, où quand même il y a un problème de vous achetez les syllabus, et qu'aujourd'hui on dit non, ne marchandez pas les syllabus. S'il doit y avoir des syllabus, remettez aux étudiants. Dites-leur de polycopier, vous pouvez faire un syllabus et les étudiants de polycopier. C'est ça aussi. C'est ça aussi la réalité. Donc il ne faudrait pas qu'on crée aux sorciers. Il y a soulèvement aujourd'hui, la population n'est pas d'accord avec le RAM imposé par le ministre Kibasa. Particulièrement, moi j'ai suivi les ministres qui ne m'a pas vraiment convaincu. Alors, est-ce que c'est important aujourd'hui que cette population pauvre qu'il est aujourd'hui avec tous ces problèmes économiques, de payer par an 7 dollars, je ne sais pas moi combien là, ça pose des problèmes. La population ne veut pas de cette taxe. Alors, comment jugez-vous cela? Et puis, bon, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, on nous promet la connexion Internet. Quand même bravo, parce qu'à Lilikin, l'Internet est gratuit aujourd'hui. Est-ce que cela est conditionné parce que ça dérange la population aujourd'hui? Les gens ne veulent pas. Non, vous savez, c'est vrai qu'il y a des décisions qui peuvent être prises et que la population réagit autrement par rapport à la décision qui a été prise. Tant bien même peut-être cette décision peut être salvatrice ou bien ressort d'un bien fondé pour la population, mais que la population ne trouve pas son compte dans cette décision. La réalité est celle-ci. Le RAM, tel que présenté, c'est une taxe liée aux appareils de téléphonie mobile. Alors, de cette taxe-là, elle permet ou elle empêche à ce qu'elle lutte contre la contrefaçon. Et puis, elle lutte aussi contre le vol des téléphones. Mais le problème avec cette taxe ou la situation de la RAM, moi je pense que la problématique est liée à la communication.
Dès lors qu'on savait qu'on arriverait à imposer cette taxe-là, la communication devait précéder. Expliquer clairement ce qu'est la RAM, expliquer clairement pourquoi on va percevoir cette taxe et où va aller cet argent-là. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, les réseaux sociaux, c'est des calculs. Tout le monde fait les calculs, on prend autant que ça devrait donner, on multiplie le nombre de la population, ça donne un montant. Donc, vous vous rendez compte? Donc, c'est ça le problème. La communication a posé problème. On n'a pas su bien communiquer pour expliquer à celui qui est au fin fond. Pourquoi quand il recharge son téléphone, on récupère un certain pourcentage? Parce que on est allé vite en besogne. C'est vrai, c'est une réalité, on est allé vite en besogne. Si on avait mieux communiqué sur cette situation, cette question, les gens comprendraient le bien fondé. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre le bien fondé parce que c'est mal communiqué. On n'arrive pas à bien présenter la chose. Mais alors, il faut aujourd'hui, la sensibilité des gens aussi réside dans le détournement. Voilà. C'est pourquoi les gens ont commencé à... Où va l'argent est-ce qu'elle est bien gérée? C'est comme ça que je voulais, les gens ont extrapolé dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui ont vécu des théâtres de détournement des fonds assez conséquents, voilà, pour se dire, ben, on va payer autant, est-ce que ça va revenir? Est-ce que vous va aller cet argent? Nous, on nous soutient notre argent, c'est le compteur qui paye, puisque là, si vous payez directement, vous pouvez recharger ces prix. Est-ce que notre argent sera mis en sécurité? C'est tout ce problème-là. Je pense que le ministre doit revenir plutôt sur la communication. Alors, s'il y a nécessité, on peut surseoir à cette mesure. On peut surseoir le temps de mieux expliquer aux Congolais l'importance ou la nécessité de cette taxe-là. Ce n'est que quand on va intérioriser cela, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut maintenant mieux aborder cette question de la RAM. Voilà. Puisque c'est payé une fois l'an. Une fois l'an. Vous voyez, donc c'est un avantage quelque part, mais le problème c'est ce n'est pas compris. On a péché dans la communication. Voilà. Alors, on va terminer avec les défis du gouvernement de Warrior. Pendant quelques minutes, on fait signe que nous sommes déjà à la fin. Est-ce que les Congolais peuvent attendre, espérer plutôt par rapport au gouvernement? Parce qu'il faut voir l'électricité, voir le problème de la régie des eaux. Les gens en ont marre. Les gens ne mangent presque pas. Est-ce que les Congolais peuvent attendre de ce gouvernement? Bon, ce que je peux dire simplement, c'est qu'il est d'une évidence vraie que le Covid a quand même fait pas mal de ravages, pas mal de situations, causé pas mal de problèmes. Ce n'est pas que la République démocratique du Congo, et c'est ça le travail que vous, jeunes, devriez faire. N'est pas démontrer simplement que la misère réside simplement au Congo. Non, le Covid a frappé tout le monde, même les États qui ont des moyens, qui financièrement, économiquement sont forts. Parce que notre économie était déjà forte. Ils sont quand même... Par rapport à d'autres pays. Non, vous savez, si on avait pris au sérieux le projet Bukangalunzo, peut-être économiquement, on ne sentirait pas le poids du Covid. Ça, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Donc, si on avait bien traité le dossier Bukangalunzo, économiquement, avec le problème du Covid, on ne sentirait pas totalement cette montée des prix alimentaires et consorts, on ne sentirait pas ça. Je referme la parenthèse rapidement. C'est pour vous dire que vous devrez aussi nous aider par rapport à cette situation-là. Le défi sont énormes du gouvernement, c'est une évidence. Bon, je ne suis pas trop dans le concept Warrior et consorts, c'est des humains qui sont entrés, c'est un gouvernement qui a été placé avec des missions que la population a vraiment placé par l'attachement du président de la République à ses membres du gouvernement, que la population attend beaucoup d'eux. Puisqu'ils n'auront pas droit à l'échec, ils n'ont pas droit à l'échec. Aujourd'hui, ce gouvernement, le président a dit qu'il Salomé Banda, le travail doit commencer, ou le travail commence. Ce travail, c'est la population qui va apprécier le fruit de ce travail-là. Alors d'autres aussi, c'est leur carrière politique qu'ils jouent. Voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit, il y a beaucoup de défis. Félix Tshisekedi est attendu en 2023. Qu'est-ce qu'il aura à dire? Mais c'est ce que je suis en train de... Non, il a quand même déjà un bilan, je ne dirais pas négatif, un bilan positif, où il y a des acquis. Le Wi-Fi, que vous donnez, il est gratuit à l'UNIKIN, c'est un fait. Il a autant d'actifs, beaucoup. La gratuité, il y en a plein. Vu le temps, je ne sais pas tout, mais il y en a plein. Mais aussi, le problème, c'est le social. Le social du Congolais, moi je le dis toujours, réside dans deux points. L'agriculture et la pêche et l'élevage. Alors, il faudrait faire des bonnes réflexions, des bons projets pour que la population se retrouve. Mais il a encore 2 ans devant lui. Nous donnons la chance à ce gouvernement. Autant de défis qu'il y a, je sais qu'ils vont faire plus de la moitié de ces défis. Parce que c'est un gouvernement, en voyant, c'est des personnes qui ont compris la nécessité
de pouvoir sortir le peuple congolais de cette misère. Voilà, Dieudonné Kalouba a pris officiellement les fonctions. Un mot. Félicitations à mon confrère, aujourd'hui juge à la Cour constitutionnelle, félicitations à lui. Malheureusement, il y a ceux-là qui criaient à l'illégalité dans cette nomination, mais je confirme ici, il n'y a pas d'illégalité. Tout a été fait dans les normes. Disposition légale à l'appui. Prochainement, je vous amènerai pour voir que rien n'a été fait dans l'illégalité. Félicitations à Maître Philo Kalouba. Bonne chance à lui. C'est une grande responsabilité qu'il a sur ses épaules. Donc, je sais que c'est quelqu'un de très intelligent et il va s'en sortir. Voilà. Je vous rassure qu'il a une très belle main. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Chanel Mouya, cadre de DTM, parti dirigé par Nelson Mandela Loaka. C'est la dynamique de Tshisekedi Modéré. C'est un groupe en fait évoluant dans l'UDPS, mais avec une autonomie aussi, une indépendance, dont on formule souvent des avis au parti pour pouvoir faire entendre aussi notre voix. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes à la fin. Un grand merci à Pichou Mansia qui est à la réalisation, et Redi Bonte qui a assisté, notre réalisateur des jours. Je tiens à vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Esengo Télévision. Merci à vous tous. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi Oyo. Est-ce que tout le monde n'est pas s'abonner? Oui, on s'abonner. C'est pour sentir Congo Esengo TV. Sans s'abonner, tu vas nous faire